Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Je voudrais remercier tout d'abord celles et ceux qui m'ont adressé par mail ou via le QR code que j'ai signalé dans le précédent épisode, leurs suggestions de sujets à traiter. Et si certaines rejoignaient la programmation que j'imaginais, d'autres m'ont révélé combien vous étiez demandeurs d'éclaircissements sur des points aussi essentiels que la fiscalité attachée à l'œuvre d'art, comme les utilisations croissantes de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Et dans tous les cas, tant mieux, puisque c'est l'objectif avoué de ce podcast en direct du marché de l'art, vous donner des décryptages utiles. Et donc, en premier lieu, je voudrais revenir sur un sujet de grande importance, puisqu'il a rassemblé la quasi-majorité de vos suffrages, à savoir les éventuelles évolutions de la fiscalité du marché de l'art pour les propriétaires d'œuvres d'art en France, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et ce, puisque le Conseil constitutionnel vient de valider en très grande partie le dernier vote de l'Assemblée et que le budget de l'État pour 2026 est enfin promulgué. Par ailleurs, suite au vote de la loi de financement de la sécurité sociale et de sa promulgation au journal officiel le 31 décembre 2025, comme je l'avais annoncé lors d'un épisode précédent, et ce malgré de nombreux soubresauts, l'imposition des œuvres d'art détenues par les contribuables français, qui a été un moment envisagé par l'Assemblée nationale, n'a pas été retenue. En revanche, il existe deux mesures nouvelles qui viennent néanmoins impacter plus ou moins directement la fiscalité des œuvres d'art au moment de leur cession ou au moment de leur transmission. Je m'explique. Au moment de leur cession, si le choix de l'option pour le régime général de la taxation des plus-values est retenu par le propriétaire vendeur, du fait notamment de la possibilité d'une exonération complète d'imposition après 22 années de détention de l'œuvre d'art, il existe aujourd'hui une augmentation de la CSG qui est appliquée dans le calcul de cette taxation de plus-value du fait de l'augmentation de la CSG qui a été votée lors de la loi du financement de la sécurité sociale, qui est passée de 9,2 à 10,6 pour certains revenus et dans certaines conditions, ce qui fait une taxe sur les plus-values qui est passée de 36,2 à 37,6%. En revanche, si on choisit l'autre option, qui est donc celle de la taxe sur les objets précieux, la CRDS n'a pas évolué en 2026, elle est maintenue avec 0,5. Et donc, si au moment de la cession d'une œuvre d'art, le prix dépasse 5 000 € hors taxe, elle est maintenue à 6,5% pour les résidents en France. En ce qui concerne cette fois les entreprises qui sont détentrices d'œuvres d'art, la réduction d'impôts accordée lors de l'acquisition d'œuvres d'artistes vivants par des entreprises qui sont imposées en France est maintenue et renouvelée pour 3 ans à côté du 1er janvier 2026, tandis que les œuvres d'art détenues par certaines entreprises, et notamment des holdings, voient leur fiscalité parfois évoluer. Quand elles sont détenues par une holding familiale, elles continuent à ne pas faire partie de la nouvelle assiette taxée à 20%, qui a été votée pour le budget 2026 et qui comprend d'autres biens somptuaires. En revanche, lors d'un pacte Dutreil, qui est codifié aux articles 787B et 787C du Code général des impôts, qui va permettre une exonération de 75% de la valeur des titres transmis par donation ou succession, lorsque ceux-ci portent sur une entreprise qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Depuis la loi de finances de 2026, il a été voté un recentrage sur l'activité professionnelle réelle de l'entreprise concernée et de fait, certains actifs sortent du périmètre de l'exonération comme les biens dits somptuaires et notamment, dans ceux-ci, les objets d'art qui ne seraient donc pas directement attribués à l'activité professionnelle et qui, de fait, ne peuvent plus bénéficier de cet avantage fiscal.
Cette mesure s'inscrit dans une volonté de recentrer le dispositif du pacte Dutreil sur l'outil de travail et non sur des éléments patrimoniaux sans lien direct avec l'activité économique de l'entreprise concernée. Donc, en conclusion, la fiscalité pour les propriétaires particuliers d'œuvres d'art en France en 2026 n'évolue qu'au moment de leur cession et que si l'option pour le régime général de taxation des plus-values a été retenue par le détenteur de l'œuvre d'art qui a été cédée, vendue, et si le prix de cession dépasse 5 000 € hors taxe. Et pour les entreprises, que pour les holdings du pacte Dutreil, qui exclut de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit les objets d'art en tant que biens sanctuaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas fiscaliser la détention des œuvres d'art, qu'elles soient chez les particuliers ou dans les entreprises. En revanche, la fiscalité au moment de la transmission de l'œuvre d'art, notamment lors d'une donation ou au moment de la succession, reste la règle pour les particuliers et les entreprises. Une autre actualité a retenu particulièrement votre attention, c'est l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art et notamment son éventuel emploi pour fixer les prix des œuvres d'art, comme souligné dans l'un de vos mails, qui faisait référence à un article récent de l'agence américaine Bloomberg, intitulé « Can AI tell us how much to pay for art ?» qui souligne à juste titre que l'intelligence artificielle peut interpréter des données, prendre connaissance des résultats de vente aux enchères, comme examiner des caractéristiques fondamentales d'une œuvre d'art telles que l'année de sa création, son auteur, sa taille, voire son médium. Mais qu'en est-il alors de la prédiction des prix des œuvres d'art ? Si pour nombre d'analystes dont je suis, l'intelligence artificielle est en train de réécrire discrètement mais certainement les règles du marché de l'art, l'évaluation des œuvres d'art reste un domaine où l'intervention humaine est toujours essentielle. Certes, l'IA peut fournir une aide à la prise en compte de facteurs influençant l'évaluation des œuvres d'art, qu'ils soient objectifs comme les qualités intrinsèques de l'œuvre ou subjectifs comme les tendances du marché notamment. En revanche, en ce qui concerne la fixation d'un prix, à ce jour, l'intelligence artificielle n'intervient que comme un outil d'aide à la décision au moment d'une transaction, voire au moment de l'établissement d'une estimation de valeur de l'œuvre d'art, mais rien de plus. En effet, il ne faut pas confondre la valeur d'une œuvre d'art avec son prix, son évaluation étant en lien avec le contexte, comme le mode de transaction et les tendances du marché, alors que le prix, comme je l'enseigne à mes étudiants du Master 2, expertise et marché de l'art à la Sorbonne, le prix donc n'est qu'un résultat d'une transaction et donc la rencontre à un instant T de l'offre et de la demande pour cette œuvre. Alors si l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art concerne sa capacité supposée à repérer des faux, ou bien en art contemporain à identifier des artistes qui vont devenir les prochaines stars au vu de l'évolution de leur marché, l'intelligence artificielle ne joue pas encore de rôle déterminant dans la fixation des prix lors des transactions. Il existe certes des outils comme ceux de ArtDA qui permettent de compiler des données d'œuvres comparables et de générer automatiquement des rapports qui vont analyser les tendances des ventes, notamment aux enchères et la performance du marché d'un artiste en particulier. Mais en fait, ces outils proposent une aide à l'estimation d'une valeur marchande à partir de données de vente aux enchères publiques, car ce sont les seuls résultats de vente qui sont rendus publics. Et ce que peut faire l'intelligence artificielle en intégrant dans la durée une quantité massive d'informations sur des œuvres ainsi que sur des artistes, c'est d'identifier des tendances, établir des comparaisons et comprendre et parfois prédire quand la valeur d'un artiste va évoluer et permettre à partir de valeurs passées et voire de valeurs présentes, parfois de prédire des valeurs futures, mais pas les prix à ce jour. Et c'est tant mieux, car l'IA ne remplace pas, lors de l'évaluation des œuvres d'art et notamment les transactions, l'intervention humaine
essentielle des experts et surtout la décision des acteurs concernés. Il va permettre de mettre en perspective des données afin d'établir des valeurs, voire de les justifier et de les exploiter au moment d'une transaction. Et l'estimation d'une œuvre d'art reste toujours l'affaire d'experts. Quant au prix de l'œuvre, c'est toujours la même histoire universelle, celle de la rencontre d'un désir et d'une disponibilité. Une autre actualité concernant l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art a pour ma part attiré mon attention, celle relatant l'analyse assistée par l'intelligence artificielle de 2 tableaux majeurs qui est venu semer le doute sur l'authenticité de leur auteur. Il s'agit de l'analyse de 2 tableaux attribués au peintre Jan van Eyck, réalisés par une société suisse qui s'appelle Art Reconnection, en collaboration avec l'université de Tilburg aux Pays-Bas, qui a conclu que 2 tableaux, qui étaient conservés dans un musée italien et l'autre dans un musée américain, et attribués précédemment au peintre flamand du XVe siècle, Jan van Eyck, ne seraient pas des vrais, car réalisés uniquement dans son atelier et non de sa propre main. Car il ressort que le tableau de Philadelphie est négatif à 91%, sa production n'est pas de la main de Jan van Eyck, et que celui de Turin est négatif à 86%. Ces découvertes corroborant celles de chercheurs qui avaient déjà suggéré que ces 2 versions étaient en fait des peintures d'atelier, de l'atelier de l'artiste, et donc pas nécessairement produites par l'artiste lui-même. À titre de comparaison, l'analyse d'un autre Van Eyck extrêmement connu, le portrait des époux Arnolfini, l'une des œuvres les plus populaires de la National Gallery à Londres, a conclu à une probabilité d'authenticité à plus de 89%. Alors, certaines voix contradictoires se sont élevées, faisant valoir que l'état de conservation des œuvres ou les restaurations effectuées ultérieurement ont pu influencer le résultat des analyses. Néanmoins, ces résultats laissent perplexes et des tests plus approfondis vont être menés pour les éclairer, car malgré la renommée de cet artiste, les œuvres vraiment authentiques de Van Eyck sont extrêmement peu fréquentes, puis seulement 20 tableaux sont universellement reconnus comme étant de sa main. Ce n'est pas une première fois que Art Reconnection a conclu à des possibilités de faux. Notamment en 2021, la société avait décrété que l'œuvre de Rubens, qui est à la National Gallery, Samson et Dalila, serait aussi un négatif, soit un faux à 91%. Parmi vos suggestions, certains des plus juristes d'entre vous ont souhaité que je mette en lumière le fait que le gouvernement français ait retenu début février le texte adopté par le Sénat concernant la restitution des œuvres d'art indûment acquises aux pays concernés, qui est un vaste sujet à l'échelle internationale, et pas seulement en France, tant cela entremêle des intérêts parfois divergents et certaines polémiques. Néanmoins, le projet de loi cadre sur la restitution des biens culturels qui a été adopté au Sénat marque un tournant dans la façon dont la France traitera dorénavant, s'il est accepté, voté à l'Assemblée nationale en l'état ou avec des amendements, marque un tournant sur la façon dont la France va traiter les demandes de restitution à l'avenir. Auparavant, elles étaient examinées vraiment au cas par cas, comme la récente restitution qui est intervenue il y a quelques jours, le 20 février, je crois, par le musée du Quai Branly, du tambour parleur de la communauté Hatchan, tambour qui est appelé le Jiji Ayokwe, qui avait été confisqué en 1916 à Adjamé, petite bourgade en Côte d'Ivoire, par les autorités coloniales françaises. Et donc, avant ce texte, chaque fois qu'un État voulait récupérer un bien culturel qui était conservé dans les collections publiques françaises, il fallait voter une loi spécifique au Parlement. Or, l'idée de cette loi cadre, c'est finalement de fluidifier tout ça, puisqu'à l'avenir, il n'y aura plus besoin de repasser par le Parlement, et la restitution pourra être autorisée par un décret du Conseil d'État sur la base de critères précis et après
une instruction rigoureuse par une nouvelle instance intitulée la Commission nationale des restitutions, qui sera rattachée au Haut Conseil des musées de France et qui réunira des parlementaires, des magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation, des archéologues, des historiens de l'art, des ethnologues. Cette commission devant rendre un avis qui sera motivé et qui sera rendu public. Dernier point assez symbolique, le texte du Sénat fixe une borne chronologique d'éligibilité des demandes de restitution à partir du 20 novembre 1815. Mais alors pourquoi cette date ? Parce que pour les sénateurs, c'est la date d'ouverture de la période au cours de laquelle le Second Empire colonial a été progressivement constitué. Alors le texte est maintenant de retour à l'Assemblée nationale avant un vote définitif de cette version ou d'une autre version qui sera amendée. Donc c'est un sujet à suivre. Last but not least, puisque c'est une actualité qui interpelle, je voulais revenir sur les révélations de l'affaire Epstein, et notamment celles qui seraient en lien avec le marché de l'art, et notamment les éléments qui dénoncent une financiarisation galopante de ce marché. Alors, la récente publication des documents, qui comprennent plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos, ont en effet soulevé des interrogations et pointé certaines responsabilités qui restent à clarifier. Des personnalités éminentes du monde de l'art ont été citées, comme un ancien ministre français de la Culture, un très grand collectionneur, un ancien directeur d'un des plus grands musées au monde, un artiste blue chip, soit dont la réputation n'est plus à faire, qui est supposé être une valeur extrêmement sûre sur le marché de l'art, mettant en lumière néanmoins l'opacité dans certains cas du marché de l'art. Alors si Jeffrey Epstein apparaissait plutôt comme un mécène et non pas un collectionneur d'art, la révélation de la création d'un fonds d'investissement pour acquérir des œuvres d'art aux îles Vierges américaines et dont les actions étaient détenues par la fille de cet ancien ministre de la Culture, au-delà d'une certaine optimisation fiscale, pointe l'importance de la renommée des propriétaires des œuvres d'art au moment de les valoriser, notamment lors de leur revente sur le marché. Alors, les liens d'Epstein avec le monde de l'art comprennent aussi ceux avec des institutions, et notamment le collectionneur milliardaire Léon Black, qui est ancien président du Museum of Modern Art, le MoMA à New York, qui aurait réglé à Epstein au moins 150 millions de dollars entre 2012 et 2017 pour ce que Léon Black décrit comme des services de fiscalité et de planification successorale. À vérifier. Et donc cette actualité met en lumière très concrètement que le fonctionnement du marché de l'art n'est effectivement pas toujours transparent, que la financiarisation du commerce de l'art, dans le sens de processus économique par lequel les échanges sont facilités du fait de l'intermédiation d'instruments financiers, est réelle, mais néanmoins pas synonyme dans sa grande majorité de malversation. Alors, au-delà de ces actualités, au terme de ce deuxième mois de l'année, je voudrais quand même rappeler que le marché de l'art dans son ensemble a été fortement impacté depuis presque 3 ans et qu'il est parfois toujours, du fait notamment d'une conjoncture internationale très incertaine et surtout des mutations continues du commerce de l'art, du fait de l'introduction de nouvelles technologies et de la transformation de la demande. Et si la maison de vente Sotheby's, l'un des plus grands acteurs du marché secondaire des ventes aux enchères, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 7,1 milliards de dollars pour 2025, récemment, soit une hausse de 18% par rapport à 2024, le marché de l'art reste de plus en plus segmenté. Du côté du haut du marché, on se recentre sur des œuvres considérées comme des valeurs sûres, mais de fait très peu accessibles, tandis que le bas du marché s'étoffe avec des transactions de plus en plus nombreuses pour des œuvres beaucoup plus abordables en termes de prix. Et si ces deux extrêmes semblent très distincts, voire
distants dans leur modèle économique s'entremêlent du fait du fonctionnement qui est propre au marché de l'art, qui repose avant tout sur la confiance. Celle qui est donnée par les professionnels du marché de l'art à ceux qui veulent acheter des œuvres d'art, comme celle qui est témoignée par ceux sans qui rien ne saurait exister, les artistes, à travers leur créativité et la qualité des œuvres qu'ils proposent sur ce marché. Voilà, c'est en direct du marché de l'art, épisode 2 de la saison 7, marché de l'art, fiscalité, intelligence artificielle et controverses. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned!